Le Japon est une nation reconnue pour le respect, que ses citoyens accordent les uns aux autres, ainsi qu'aux visiteurs, où la politesse, la sécurité et l'harmonie sont profondément inscrites dans les codes de conduite. C'est un pays reconnu pour son excellence académique, son efficacité technologique et sa propreté associée à la piété. Vu de l'extérieur, cela peut faire paraître certains pays occidentaux chaotiques, dangereux et carrément incivilisés. Il pourrait donc surprendre certains d'apprendre que la méthode d'exécution des criminels au Japon a été qualifiée de barbare et honteuse, décrite comme une façon secrète et brutalement unique de bafouer les droits humains. Ou peut-être cela ne vous étonne-t-il pas. Peut-être pensez-vous que c'est pourquoi le Japon est si ordonné et sûr. C'est compliqué. Alors nous allons exposer en détail cette soi-disant barbarie et voir à quel point elle est efficace dans l'épisode d'aujourd'hui de l'Infographics Show. Le système du couloir de la mort au Japon est pire que la mort. Le Japon se distingue particulièrement par sa manière de condamner et d'exécuter ses criminels. Mais ce n'est pas unique, car il exécute ses criminels. Dans le monde aujourd'hui, 55 pays maintiennent encore la peine de mort, bien que 7 d'entre eux ne l'appliquent en pratique que pour des crimes très exceptionnels. Et 24 des 55 n'ont exécuté personne depuis au moins 10 ans. Mais certains pays semblent ne jamais se lasser des exécutions. Le Japon, comme les États-Unis, reste l'une des rares démocraties développées à exécuter encore régulièrement. Aux côtés de Singapour et de Taïwan a été relativement modérée, mais pas Singapour. Depuis les années 1990, elle a exécuté des centaines de personnes. Pour un si petit pays, ce taux élevé en fait l'une des capitales mondiales de l'exécution. Sans surprise, la plupart des condamnés sont des trafiquants de drogue, des hommes pendus par l'État pour trafic de stupéfiants. En 20 ans, seule une femme a connu ce sort, une passeuse d'héroïne. Donc, il n'y a vraiment que 3 pays très développés sur Terre qui exécutent irrégulièrement leurs contribuables et les invités indésirables. En dehors de Singapour, il reste un centre du crime, les États-Unis, et un véritable Éden, le Japon. Le Japon se distingue des États-Unis par sa grande discrétion. Il ne prévient pas les médias avant une exécution. Il ne prévient même pas le condamné avant la toute dernière minute, le laissant attendre dans sa minuscule cellule de prison pendant des années, sans savoir si chaque jour sera le dernier. Quant aux familles, elles ne sont informées qu'une fois que leur père, frère ou oncle repose déjà dans une urne funéraire. Tout se déroule à huis clos. En cas d'exécution ratée, inévitable tôt ou tard, seuls quelques responsables en costume sont au courant. Nous verrons les détails sanglants plus tard. Comparons d'abord le régime d'exécution légale du Japon avec celui du reste du monde. La Chine est le pays qui exécute le plus au monde, mais le nombre exact reste inconnu en raison du secret. Amnesty estime que plus de 1000 personnes y sont exécutées chaque année, souvent par injection létale, parfois après des aveux sous la torture. Ainsi, les organisations de défense des droits de l'homme incluent souvent la Chine parmi les pays à améliorer. Selon les données partagées avec ces organisations, hors Chine et Corée du Nord, il y a eu 1518 exécutions dans le monde en 2024, année exceptionnelle, en hausse de 32%, sur 2023, qui comptait seulement 1153. Le monde ayant relâché ses efforts en 2023, le Moyen-Orient, fidèle, a pris le relais en 2024. L'Iran a remporté le triste record avec 975 exécutions officielles, dont 32 femmes, principalement pour meurtre et drogue, certaines ayant tué leur mari dans un contexte de violence domestique. L'Arabie Saoudite a remporté la médaille d'argent avec un impressionnant total de 342 exécutions, là encore principalement liées à la drogue et au meurtre, avec ce qui a été qualifié de hausse record des exécutions de ressortissants étrangers et de femmes, bien que, contrairement à l'Iran, cela ait été à peine couvert par les médias occidentaux. L'Irak a difficilement obtenu la médaille de bronze avec 79 exécutions, après de nombreux procès jugés inéquitables par Human Rights Watch, fondés sur des preuves entachées de torture. Les États-Unis ont fait un effort vaillant, mais sont restés à la traîne, manquant le podium avec seulement 25 exécutions. C'était la première place parmi les démocraties développées, devant Singapour, 8, Taïwan, 1, et le Japon, une année de pause. L'Égypte, le Vietnam, la Somalie et le Yémen étaient aussi de grands acteurs. La plupart des personnes exécutées dans le monde étaient des hommes, dont 42% pour des infractions liées à la drogue. En décembre 2024, sur les 28 025 personnes dans le couloir de la mort dans le monde, la majorité y sont pour infractions liées à la drogue et meurtre.
En 2024, les acquittements mondiaux visant surtout des meurtriers, certains condamnés à tort. Il y en a eu 9, 5 en Malaisie, 3 aux États-Unis, 1 au Japon. L'histoire tragique du Japon sera abordée plus tard dans la vidéo. Contrairement aux États-Unis, le Japon n'exécute pas les gens simplement parce qu'ils voyagent avec des blocs d'héroïne de haute qualité. Il ne s'en prend qu'aux meurtriers endurcis. Pratiquement tous les 98 détenus exécutés au Japon entre 2000 et 2022 pourraient facilement correspondre au profil de monstres. Ce sont presque toujours des hommes. Depuis 1993, 3 femmes, toutes des tueuses en série, ont été exécutées. La dernière, en 2012, Sachiko Ito, était une médium autoproclamée qui a battu à mort 6 personnes avec de grosses baguettes lors d'exorcismes particulièrement agités. Aux États-Unis, de 2000 à 2022, on compte 960 exécutions, bien plus qu'au Japon, mais la population y est presque 3 fois supérieure. Le Japon exécute les meurtriers à un taux comparable aux États-Unis, mais ceux-ci ont plus de tueurs, donc plus d'exécutions. Les États-Unis sont aussi bien plus créatifs que le Japon, leur culture individualiste se reflétant dans le fait que certains États sont assez aimables pour proposer un dernier menu aux prisonniers sur le point d'être exécutés. Parmi les 25 Américains exécutés l'année dernière, tous des hommes, la plupart ont reçu une injection létale, mais 3 ont été gazés. Si vous êtes Américain et recevez le menu un jour, évitez absolument de choisir le peloton d'exécution. Pour une efficacité totale et sans douleur, nous suggérons la guillotine, mais elle est jugée trop barbare. C'est peut-être vrai pour le spectateur, mais pas pour le prisonnier. Autre différence notable, le Japon est centralisé. Alors qu'aux États-Unis, seuls 27 États appliquent la peine de mort. La Californie, l'Ohio, l'Oregon et la Pennsylvanie l'ont aussi, mais leurs gouverneurs ont suspendu les exécutions. Les Américains ont généralement une opinion différente sur la peine de mort que les Japonais. Au Japon, en 2025, 83,1% de la population était favorable selon une enquête gouvernementale, soit 2,3% de plus que l'an précédent. En réalité, la peine de mort est populaire auprès du public japonais depuis des décennies, et nous aborderons la raison de cette popularité dans une autre section. Aux États-Unis, un sondage Gallup de 2024 indique que seulement 53% soutenaient l'exécution des criminels. En 1994, c'était 80%, donc contrairement au Japon, la perception publique a beaucoup évolué. La génération Z et les millénials semblent néanmoins favorables à la peine de mort que la génération X, les boomers et la grande génération. Cela dit, l'écart est faible, 42 à 47% des jeunes, et environ 60% des plus âgés approuvent à l'exécution. D'accord, après avoir vu le terrain, voyons ce qu'il y a en dessous. Comme mentionné, au Japon, la peine de mort est réservée aux criminels les plus dangereux, notamment les grands déviants sexuels. Voici comment nous décrivons Takehiro Shiraishi. En 2017, il a exploité Twitter pour se lier à 8 femmes et un homme, puis les tuer, accentuant la toxicité des réseaux sociaux. 3 de ses victimes étaient de simples lycéennes, qu'il séduisait en ligne avant de les convaincre de le rencontrer. C'est ainsi qu'il a été surnommé le tueur de Twitter, ce qui, il faut l'admettre, n'est pas aussi marquant que l'ex-maniaque ou l'exécuteur. Pour continuer, Shiraishi travaillait à Kabukicho, un quartier animé de Tokyo, illuminé de néons. Il était rabatteur, cherchant des femmes à attirer avec une offre d'emploi dans des bars d'hôtesses ou bordels. Il a ensuite déménagé à Zama, préfecture de Kanagawa. Il était connu dans la rue comme un type louche, ce qui explique sans doute pourquoi il a commencé à traîner sur le cyberespace. Pour les personnes assez malchanceuses pour accepter son invitation à venir chez lui, il utilisait la vieille tactique, consistant à les droguer avec de l'alcool mélangé à des somnifères. Une fois assommés, il les étranglait puis découpait leur corps. Les appartements japonais sont notoirement petits, donc il lui restait peu d'options pour se débarrasser des corps. Il a mis bras, têtes et jambes dans son congélateur, le reste dans des glacières, ce qui a causé une odeur épouvantable selon les voisins interrogés par la police. Shiraishi a reconnu avoir délibérément traqué en ligne des personnes seules, surtout des femmes psychologiquement fragiles. Il leur promettait de leur rendre service, de les tuer, dans une sorte de pacte, puisqu'il leur disait ensuite qu'il n'était lui-même pas un grand fan de l'existence. Mais il n'avait aucune intention de se faire du mal. Il les utilisait pour des actes de dépravation sexuelle et volait leur argent. Il est surprenant que quelqu'un lui ait rendu visite. Il ne distribuait pas vraiment des raisons de rompre. Une jeune femme qui avait refusé son invitation a déclaré à la police qu'il lui avait donné 2 choix. Il m'avait rendue inconsciente avec des somnifères dans ma boisson.
puis étranglé avec une corde. L'autre était qu'il m'étrangle avec une corde par derrière pendant que je regarde la télévision. Des choix. Il a été facile à attraper grâce à une trace numérique menant à sa tanière. L'histoire a choqué le Japon. Pour beaucoup, il était la lie de l'humanité et devait mourir. Peu de gens ont pensé à ses droits humains, en prison ou lors de sa pendaison. Pourtant, combien d'entre eux savaient vraiment ce qui s'est passé lorsqu'il a été exécuté en 2025 ? Combien connaissaient la sombre histoire de la peine de mort au Japon ? Un autre cas marquant de ces dernières années était Tomohiro Kaito, un homme qui appartient également au club des monstres du Japon. En 2008, il a loué un camion Isuzu de 5 tonnes et l'a lancé dans une foule traversant une rue d'un quartier commerçant animé de Tokyo. 3 personnes sont mortes sur le coup. Tandis que d'autres gémissaient, Kaito est sorti du camion, dague en main, et a poignardé plusieurs fois. Il a tué 4 personnes et blessé 8 autres. Les victimes avaient entre 19 et 74 ans. Il a dit à la police « Peu importait qui je tuais ». C'était un jeune homme apparemment privilégié. Il venait d'une famille aisée et avait bénéficié de la meilleure éducation que l'argent pouvait offrir. Au début de la vingtaine, tout a changé. Après l'échec à l'université, il a pris des emplois sous les attentes familiales. Il était une déception pour ses parents, qui, d'après tout le monde, étaient un couple très strict et exigeant. Comme tout jeune homme aliéné, en colère et frustré, plein d'amertume refoulée, Kato a trouvé sa patrie spirituelle sur les réseaux sociaux, où il a rencontré d'autres personnes en colère comme lui. Mais il a aussi rencontré des harceleurs en ligne, qu'il a mal gérés. Quand une fille rec qu'il appréciait a cessé tout contact sans répondre à ses emails et qu'il a perdu son boulot minable, il a décidé que le monde devait payer. Peu avant l'attaque, il avait laissé un message d'adieu sur un forum, annonçant qu'il allait tuer des gens. Il a écrit « Si seulement j'avais une petite amie, je ne serais jamais devenu accro à mon téléphone portable. Je n'ai aucun ami et je n'en aurai pas. On m'ignorera parce que je suis moche. » Ce gamin gâté, ancien président du club de tennis de son école d'élite, n'a pas suscité beaucoup de sympathie auprès du public japonais. Mais encore une fois, il a certainement souffert aux mains des autorités. Contrairement à d'autres crimes à venir, cette affaire était limpide. Il était coupable sans aucun doute. Les flics ont facilement obtenu des aveux, et le jury a vite été convaincu. D'accord, donc malgré ces 2 histoires torrides, le Japon est un endroit très paisible. Son taux de meurtre est exceptionnellement bas, seulement 0,7 pour 100 000 habitants. C'est bien inférieur à la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est de 2,6, bien inférieure à celle du Royaume-Uni qui est d'environ 1,1, et largement inférieure aux chiffres des États-Unis en 2023, qui est de 6,8. Ces chiffres diffèrent selon les sources, mais une chose est sûre, les rues du Japon sont presque aussi sûres qu'une retraite de yoga américaine. Comme vous venez de le voir, le Japon n'exécute pas n'importe qui. En fait, pour un seul meurtre, il est presque certain que vous n'aurez pas la peine de mort. Aux États-Unis, un meurtre odieux, souvent d'une jeune personne, peut entraîner la peine capitale, contrairement à d'autres pays. Mais s'il y a plusieurs morts, au Japon, il est attendu que les procureurs réclament la peine de mort. Les données révèlent que la peine de mort a été demandée dans 59% des doubles meurtres, mais c'était 79% pour plus de 2 meurtres. La gravité du crime, son impact social et les émotions des proches sont pris en compte, ainsi que l'âge de l'accusé, ses remords et, le cas échéant, son casier judiciaire. Un facteur important ici a terminé la partie qui concerne l'impact sur la société. Le Japon aime maintenir l'ordre, mais cela peut avoir des conséquences négatives en matière de justice. Il dispose d'un système de juges citoyens. 9 jurés décident du sort du prisonnier. Le jury comprend 3 juges, chacun avec une voix, et 6 jurés citoyens ordinaires, des membres du public. Au vote final, s'il y a 5 voix pour la peine de mort et 4 contre, au moins une des 5 doit venir d'un juge. Cela veut dire que 4 personnes peuvent douter de la culpabilité du prisonnier, alors que 5 en sont convaincus. Un tel système présente un risque élevé, en ce qui concerne l'exécution systématique de la bonne personne. Et si, dans la société hiérarchique japonaise, un juge persuadait certains, peut-être les moins sûrs ou de moindre statut, que l'homme est coupable. Tout cela se fait en secret, donc personne ne saurait si la persuasion a influencé le verdict. Impossible aux États-Unis. Là-bas, 12 jurés décident à l'unanimité de la culpabilité, puis votent séparément sur la peine de mort après condamnation dans les affaires capitales. Les juges suivent souvent la décision du jury, sans y être tenus, et parfois
Le jury refuse la peine de mort réclamée par les procureurs. Aux États-Unis, les jurés viennent du public, sans juge influent pour orienter leurs décisions. Parfois, ils expliquent les raisons de leur verdict, contrairement au Japon, où le public ignore ce qui motive la décision. Différents États américains peuvent avoir des lois différentes, mais en résumé, condamner une personne à mort n'est pas facile aux États-Unis, alors qu'au Japon, on parle souvent d'un seuil de certitude assez bas. Cela favorise les abus. Les deux pays ont des systèmes d'appel, mais au Japon, une condamnation à mort est bien moins souvent annulée. Ce n'est pas exagéré de dire que c'est comme essayer de tirer du sang d'une pierre, même lorsqu'il est évident que quelque chose ne va pas dans l'état de Tokyo. Les Américains dans le couloir de la mort ont généralement beaucoup de temps pour faire appel. En moyenne, il s'écoule 20 ans avant qu'ils ne soient confrontés à la chambre d'exécution. Au Japon, le temps moyen dans le couloir de la mort est de 5 à 7 ans. Au Japon, seulement environ un quart des prisonniers du couloir de la mort y sont depuis plus de 10 ans. Donc, le fait de les exécuter rapidement pourrait potentiellement entraîner de graves erreurs judiciaires. On estime que 4,1% des Américains condamnés à la peine de mort sont innocents, soit 1 sur 25. Depuis 1973, 200 Américains ont été innocentés du couloir de la mort, mais il est probable que d'autres innocents disaient vrai en affirmant « Vous tuez un homme innocent ». On estime qu'environ 20 Américains ont été exécutés à tort, et ce chiffre est généralement considéré comme une estimation très prudente. Si les États-Unis avaient été plus stricts concernant les appels ou avaient exécuté les hommes plus rapidement, il y en aurait certainement eu beaucoup plus. Mais c'est encore pire, le Japon a une histoire d'extraction d'aveux forcés par la torture. Le peintre Sadamichi Hirasawa a été arrêté et condamné à mort en 1950 pour un empoisonnement de masse. Il a avoué sous la torture, puis s'est rétracté dès qu'il était en sécurité loin des policiers. Peu importait, il avait signé le papier, c'était l'essentiel. Écoute, il a passé 32 ans dans le couloir de la mort. Aucun ministre de la Justice n'a voulu signer son mandat d'exécution ni accepter de le rejuger. Il est mort en prison en 1987 et n'a jamais eu droit à un nouveau procès posthume, malgré les efforts de son fils. Ensuite, Sakai Menda fut le premier et l'un des rares japonais libérés du couloir de la mort. En 1949, il a été condamné à mort pour un double homicide qu'il n'avait pas commis. Dans une affaire de corruption policière, il a été révélé que les policiers vont venir de supprimer son alibi solide. Manda était un pauvre agriculteur illettré. Il a été battu, menacé, privé d'avocat et forcé de signer des aveux illisibles. Il a passé 34 ans isolé dans le couloir de la mort. Le jury qu'il a envoyé là-bas n'avait aucune preuve à part ses aveux. Plus tard, des militants sont appelés à une réforme et à la fin de la forte dépendance du Japon aux aveux. Ils ont demandé combien parmi les centaines de personnes exécutées avaient été torturées pour avouer, comme Menda. Au Japon, les acquittements sont quasi inexistants. Celui de 2024 dont nous avons parlé était exceptionnel. Iwao Hakamata a passé près de 50 ans dans le couloir de la mort alors qu'il était innocent. Cet ex-boxeur professionnel a été emprisonné en 1968 pour le meurtre de son patron, de sa femme et de leurs 2 enfants. Hakamata affirme être entré courageusement dans la maison en feu pour sauver la famille, mais n'a découvert que 4 corps poignardés. Cette affaire illustre ce qui peut arriver à un homme en garde à vue au Japon, Hakamata étant l'un des rares à avoir témoigné de son expérience. Les policiers l'ont interrogé pendant 264 heures, criant sur lui parfois 16 heures d'affilée. Malgré tout, il leur a fallu plus de 23 jours pour obtenir ses aveux. À ce stade, il était sûrement brisé. Pendant les interrogatoires, ils l'empêchèrent de manger ou d'aller aux toilettes. Ce type était coriace, un vrai combattant. Il a déclaré plus tard « Je n'ai pu que m'accroupir en tentant de ne pas déféquer. Un interrogateur a mis mon pouce sur un tampon encreur, l'a apposé sur un procès-verbal de confession et m'a ordonné d'écrire mon nom, tout en criant, me frappant et me tordant le bras. Nous devons expliquer ceci. La confession est une preuve forte, mais dans de nombreux pays, surtout en Asie, la police peut facilement en obtenir une dès qu'un suspect est isolé. Au Japon, et dans de nombreux pays en développement, des confessions sont souvent obtenues par coups, privation de sommeil et autres méthodes coercitives. Les groupes de défense des droits de l'homme notent que dans les cultures de la face, il y a souvent une pression sur la police pour obtenir rapidement des aveux afin de rétablir l'ordre social. Résultat, de nombreux boucs émissaires,
apparaissent dans les salles d'audience. Avant la Seconde Guerre mondiale, il était légal au Japon de torturer pour obtenir des aveux. Le système judiciaire s'est légèrement amélioré lorsque l'utilisation d'un aveu a exigé que le suspect révèle aux enquêteurs une information qu'ils ne pouvaient pas connaître. Sous forte pression dans cette société oppressante, les policiers pouvaient toujours contourner le système. Ils pouvaient désormais simplement torturer un prisonnier et lui faire signer une feuille blanche, après quoi ils pouvaient remplir les détails eux-mêmes. La police pouvait interroger un suspect 23 jours sans avocat, ouvrant ainsi la porte à tous les abus. Feriez-vous confiance à des aveux faits par un homme qui a été seul avec des policiers sous pression pendant 20 jours, alors qu'il y a très peu d'autres preuves pour appuyer ces aveux? Absolument pas. De 1946 à 2003, 766 Japonais ont été condamnés à mort, et 608 ont été exécutés. Mais qui sait combien de ces personnes avaient signé cette feuille blanche? Dans un pays où un jury indécis peut décider de votre sort, un professeur de droit japonais affirme que police, tribunaux et public cherchent juste à clore l'affaire. Il a dit « Quand la peine de mort est prononcée, les gens sont soulagés car l'ordre social est rétabli. L'ordre imposé violemment après le désordre est-il vraiment un ordre ?» Les policiers n'avaient presque aucune preuve contre Hakamada. D'abord, Thierry Armstrong, ils ont dit qu'ils avaient trouvé du sang et de l'essence sur le pyjama qu'il portait lorsqu'il est entré dans la maison en feu. Mais lorsque cela n'a pas tenu au tribunal, le procureur a affirmé que des vêtements retrouvés dans l'usine de miso où travaillait Hakamada étaient à lui. Ils ont dit qu'il avait commis les meurtres, jeté les vêtements, puis s'était changé, et qu'un peu de son sang s'était retrouvé sur les vêtements. Ces vêtements ne lui allaient même pas. Rien de tout cela n'aurait tenu au tribunal, mais c'est bien ce qui s'est passé. Même si la plupart des lecteurs savaient qu'il était innocent, il a passé des décennies dans le couloir de la mort, alors que plusieurs tests acide désoxyribonucléique prouvaient que le sang retrouvé sur les vêtements n'était pas le sien. Le ministre de la Justice voulait le sauver, mais les tribunaux refusaient sa libération. Il est sorti en 2014, mais n'a été acquitté que l'année dernière, 56 ans après avoir été piégé. Il a reçu 1,4 million en compensation en 2025, mais à 89 ans, il n'aura peut-être pas longtemps pour profiter de sa fortune. Il est japonais, donc il reste peut-être encore de la vie dans le vieux chien. Sérieusement, cet homme a beaucoup plus souffert que vous ne l'imaginez. Comme tous les condamnés à mort, il a été envoyé à l'isolement. Ce n'est pas comme l'isolement à l'occidental. Au Japon, la prison exige un silence total. Il passe chaque jour dans une cellule de la taille d'une salle de bain. Aucune communication n'est permise entre détenus, ni avec les gardiens. Ils vivent leurs années dans la folie du silence. Hakamada avait rarement le droit de recevoir des visites, ses demandes familiales étant souvent rejetées. Dans de nombreux cas au Japon, par honte et par sens de l'honneur, les familles abandonnaient en les condamnait. Mais Hakamada avait des proches qui voulaient lui rendre visite. Pendant 30 ans, il a vécu confiné dans une minuscule cellule, sans télévision, rarement d'exercice, seul avec ses pensées. Après 30 ans, ils l'ont sorti de l'isolement. Mais à ce moment-là, il était déjà devenu fou. Il était tellement perturbé qu'il avait arrêté d'écrire des lettres. En 2009, il a été rapporté qu'il souffrait de psychose institutionnelle. Au Japon, les prisonniers du couloir de la mort ignorent toujours la date de leur exécution, ce qui s'ajoute au tourment du silence. Le gouvernement cache la date d'exécution. Chaque jour peut être leur dernier. Un jour, ils entendent plus de bruit que d'habitude dehors. Ils croient qu'ils vont mourir, mais cela n'arrive pas. Un jour, cela arrive. La famille ne l'apprend qu'après coup, sans adieu ni dernière lettre. La famille ne reçoit même pas les cendres. Le gouvernement affirme que l'ignorance protège les prisonniers de la souffrance. Mais des hommes ont parlé de la torture que représente le fait d'attendre la mort chaque jour. Ils veulent pouvoir se préparer mentalement. Ils souhaitent exprimer ce qu'ils ressentent et contester leur condamnation. Le fait de ne pas savoir les oblige à vivre le reste de leur existence dans un état de stress permanent. Chaque bruit de pas ou de porte leur fait croire que c'est leur tour. Après consultation du comité, le ministre de la Justice peut signer l'arrêt de mort. Après cela, le prisonnier sera généralement mort dans les 5 jours, mais il ne l'apprendra qu'une heure environ avant de se balancer au bout d'une corde. L'exécution a lieu en semaine, jamais le week-end ni un jour férié. La cellule s'ouvre vers 8h30. Lorsqu'on lui annonce sa mort prochaine, il peut rédiger un testament avant d'être emmené. Il pourra peut-être fumer, et on lui donnera de la nourriture de la prison, même s'il n'est pas certain que ce soit meilleur que d'habitude. S'il est bouddhiste, comme la plupart des Japonais, il aura la possibilité de recevoir les rites bouddhistes. S'il est chrétien, il peut voir un prêtre,
Il est 9h30, il faut partir. Le Japon possède 7 chambres d'exécution dans diverses prisons. Le prisonnier sera emmené dans une cellule, menotté à des crochets contre un mur. Quand ce sera le moment, ils lui mettront une cagoule et le mèneront au centre, où une trappe est intégrée au plancher en bois. Sa tête dans le nœud coulant, 3 gardes seront dans la pièce voisine, incapables de le voir, face à 3 interrupteurs. Un des interrupteurs ouvrira la trappe, mais les gardes ignorent lequel, évitant ainsi toute culpabilité liée à la mort de quelqu'un. C'est sûrement une plateforme de pendaison à longue chute, la longueur ayant été calculée selon le poids du prisonnier pour éviter la décapitation, ou une pendaison sans briser la nuque. Le secret empêche de savoir si le Japon a manqué des exécutions, mais cela semble probable. Aux États-Unis, sur 2721 pendaisons, 85 ont échoué, soit un taux de 3,12% moins que le gaz létal, 5,4%, ou l'injection létale, 7,2%. Si vous voulez une efficacité totale, typique des Japonais, choisissez le peloton d'exécution ou la guillotine, toutes deux ayant un taux d'échec de 0%. Un rapport indique qu'au Japon, ceux qui appuient sur l'interrupteur reçoivent 20 000 yens, soit environ 180 $. Plutôt bien pour juste appuyer sur un bouton sans gérer le corps. Le mort pend désormais dans la pièce d'en bas. Après 5 minutes, un médecin confirmera le décès. Un détail marquant selon un bourreau retraité, ancien officier à la maison de détention d'Osaka. Le nœud de la corde est fait pour que la tête du mort s'incline, comme en signe de respect aux témoins. Ces témoins sont souvent des fonctionnaires ou des procureurs, rarement les médias ou les proches des victimes. On raconte que le procureur trouve du sel répandu au sol à son retour, un rituel pour le purifier et l'apaiser. Le corps est ensuite emmené pour être nettoyé. Il sera plus tard incinéré, et les cendres deviendront alors la propriété de l'État. Et voilà, c'est terminé. La famille découvrira plus tard qu'il leur manque une personne, et le public sera informé par les médias que l'ordre a été rétabli dans leur vie. Bien que les meurtriers condamnés japonais aient commis des crimes odieux, dont 9 mineurs exécutés depuis 1966, les conditions de détention ont été vivement critiquées par les organisations mondiales de défense des droits de l'homme. Le système n'est pas perçu comme une punition, mais comme une torture. Les partisans de ces sanctions affirment qu'elles découragent les meurtres, citant ensuite les bons chiffres de la criminalité au Japon. Mais les universitaires au Japon soutiennent qu'il n'existe aucune preuve que la peine capitale, et certainement pas la torture en détention, ait un effet sur le taux de criminalité. Peut-être, mais il est impossible de le calculer car il n'y a rien à quoi le comparer. Les taux de criminalité ne reflétaient pas toujours la sévérité du système judiciaire d'un pays. Certains pays très punitifs comme les États-Unis, les Philippines, le Brésil et la Russie font face à une forte consommation de drogue et à une criminalité violente. Des pays comme l'Islande, le Danemark, le Portugal et l'Autriche ont peu de criminalité avec une justice clémente et peu de police. Le Portugal a dépénalisé les drogues sans que la société ne s'effondre. Cette stratégie, bien que n'ayant pas tout résolu, a réussi mais a été ignorée par la plupart du monde. Certains pays comme la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite affichent une faible criminalité, mais des systèmes judiciaires très répressifs. Dans ces cas-là, on pourrait croire que la brutalité garantit la sécurité, mais ce n'est pas aussi simple que cela. On peut dire qu'à mesure que le système se civilise, les gens aussi. Mais cela peut dépendre de la culture et du type de société dont il s'agit. Statistiquement parlant, de longues peines, un enfermement tortueux et la menace de mort ne mènent pas toujours à la paix, même si au Japon, une grande partie du public semble le penser. Ils ont peut-être raison, c'est difficile à dire, même si l'histoire nous montre qu'écorcher des hommes, leur crever les yeux ou les jeter dans une rivière dans un sac en cuir rempli de singes et de serpents ne signifiait pas forcément un faible taux de criminalité. Au contraire, le Japon plongerait-il dans le chaos si le gouvernement cessait de torturer les prisonniers ? Ce n'est pas une question facile à résoudre, alors pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires comment les choses devraient être selon vous ? Regardez ceci, la réalité des premières 24 heures en prison de haute sécurité, ou consultez le classement des drogues les plus addictives.